Hey, salutations, bienvenue sur cette review du tome 10 de Next Dimension. Punaise, 10 vidéos déjà, ça se fait, hein. Pour la peine, je vous mets cette vidéo de petit chat mignon. だってばよ。南を知れ遅いな行くぜ。真羅転生先方。寄せの術Bon, on arrive tranquillement à la fin des tomes sortis, hein, puisqu'il y en a donc actuellement 12 au moment où je tourne cette vidéo. Le 13e étant annoncé pour janvier de cette année dans notre belle contrée. J'espère qu'il ne sera pas retardé. En tout cas, c'est pour ça aussi, les mecs, qu'il ne faut pas être trop pressé, hein, puisqu'après, c'est terminé. On pourra toujours attendre le 14e. Allez, trêve de blabla. Merci encore à vous tous qui me regardez. Likez et commentez les vidéos, c'est toujours top. Vous êtes les meilleurs. Allez, go. Tiens, monsieur Tannen. Comme je suis content de vous voir. On reprend avec Saori, hein, pré-ado, hein, comme on l'avait laissé, et son regard déter, hein, qui se dit maintenant fini les conneries, et on se dépêche, on bouge d'ici. Bah ouais, hein, tu m'étonnes, ça fait je sais pas combien de tomes qu'ils sont coincés dans le temple du pop sans rien faire, ça commence à bien faire. Là, ils se décident donc à suivre le fil d'Ariane, qui se dirige tout droit vers une porte. Ils entrevoient de la lumière, hein, et se demandent si cela peut être la sortie. Ben, le fil passe à travers, j'ai envie de dire oui, manifestement, hein, mais sait-on jamais. Et d'ailleurs, hein, c'est ce que se dit Saori, à savoir il faut rester prudent. Donc la porte s'ouvre dans un éclair de lumière, et là, Saori et Shijima se retrouvent d'un coup nez à nez avec le Seiya du présent en chaise roulante. Donc là, chelou, on se dit, hein, mais Saori explique que ce serait encore les pouvoirs du labyrinthe qui, cette fois-ci, créent une distorsion temporelle. Là, Saori explique à Shijima qui est Seiya. Et elle explique tout, hein, l'histoire de l'épée, que d'ailleurs Shijima voit également. Mais bon, normal, hein, puisque le type est un gold de la Vierge. Puis d'un coup, ils sont tous les deux comme emportés par une tempête, ou un pouvoir, on ne sait pas vraiment, et ils doivent lutter pour rester accrochés au fil. Et Saori voit apparaître les 12 armures d'or, ainsi que les âmes de leurs porteurs. Notez au passage, hein, les différences de couleur de cheveux de plusieurs d'entre eux, notamment Milo, Aphrodite et Camus. Athéna dit qu'en fait leurs âmes sont venues pour les protéger et les sortir de ce mauvais pas, pour les ramener au bon endroit au bon moment. Saori est ému aux larmes, hein, et Shijima note au passage que ce seront eux, donc les futurs Gold, qui leur succéderont. Et là, Saori et Shijima retombent tous les deux et semblent tirer l'affaire. Saori expliquant qu'ils ont quitté définitivement le labyrinthe et que le fil d'Ariane les a ramenés jusqu'au palais. Donc là, petite pause, hein, je trouve ce passage aussi inutile que what the fuck. Pardonnez-moi, mais ça n'a pas de sens pour moi, hein, on comprend rien. Et d'ailleurs, d'où les 12 gold qu'on connaît bien sont arrivés comme ça, comme par magie, pour un petit moment, puis on n'en parle plus. Bon, je sais pas pour vous, en tout cas pour moi, c'était ni fait ni à faire. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Bref, on enchaîne avec Ikki arrivé devant Kaiser, avec une image en contre-plongée pleine de sens, je trouve. Destol tente un dialogue avec le lion, hein, disant que Ikki est un chouette type, et donne sa parole pour qu'il les laisse passer. Kaiser, en bon gold incorruptible qu'il est, ne fait pas confiance à Destol. Sur ce, Ikki se dit qu'il va devoir prouver par lui-même sa vaillance et qu'il n'a pas peur de mourir. Ce que Kaiser d'ailleurs trouve un petit peu présomptueux, mais il lui propose un deal, lui disant que s'il arrive à monter jusqu'en haut des marches, il le laissera passer. Ce que Ikki accepte. Directement, sans prévenir, Ikki se prend une attaque qui le fait s'écraser au sol. Il reconnaît bien là, hein, l'attaque éclair du lion à la vitesse de la lumière.
Kaiser rajoute que puisqu'il le sait, puisqu'il sait à qui il a affaire, il n'arrivera donc jamais à monter. Ikki se lève, expliquant au passage à Destol qu'il connaissait l'attaque grâce à Aiolia, et heureusement, car ça lui a permis d'éviter d'être touché sur ses points vitaux. Kaiser reconnaît que son adversaire n'est pas si nul, hein, et Ikki lui dit vas-y, balance tout, ne te retiens pas, car à ce qui paraît, les chevaliers du lion ne font pas de cadeaux, ou sinon tu perdras. Sur ce, Kaiser envoie la sauce avec le Lightning Plasma dans une superbe image d'illustration. Et là, Ikki prend cher et Destol, voyant ça, supplie Kaiser d'arrêter en disant qu'à son tour, Ikki sera le futur chevalier du lion. D'ailleurs, comment il sait ça, lui, au passage. Kaiser s'étonne d'entendre ça et demande à Ikki s'il a un lien avec Shun, qu'il a laissé passer plus tôt. Ikki se relève péniblement et son armure est très amochée, hein, et il dit que, bah ouais, ils sont frères. Destol pense que c'est bon, il peut les laisser passer désormais, mais non, en fait, hein, ça change rien pour Kaiser qui ne laissera pas passer Ikki tant qu'il n'aura pas prouvé qu'il en est digne. Kaiser ajoute, hein, que si c'est bien le futur lion, enfin avant ça il y aura quand même Aiolia, hein, faut pas l'oublier, entre les deux, raison de plus pour qu'il y arrive par ses propres moyens. Et donc il remet une couche de Lightning Plasma qui éclate Ikki dans tous les sens, et au moment où Kaiser va lui asséner le coup de grâce, Ikki envoie son attaque des ailes du phénix pour le contrer. L'attaque ne touche pas vraiment Kaiser, mais elle est suffisamment puissante pour contrer son dernier Lightning Plasma. Kaiser est choqué, hein, quand même, hein. Il demande à Ikki pourquoi il ne l'attaque pas plus que ça s'il semble en avoir les capacités au fond de lui. Ikki répond que Kaiser fait honneur à son armure d'or et qu'il refuse de porter la main plus que ça sur lui. Il continue, hein, disant que de vrais ennemis vont arriver et qu'ils doivent tous donc rester en vie et en pleine capacité pour faire face à cette autre menace. Kaiser, en tout cas, lui reste sur sa position, disant que pour être un lion, il faut le mériter, en gros, et que sa prochaine attaque le tuera. Il invite donc Ikki à tenter de faire les derniers pas qui les séparent, mais Ikki est en galère, hein, et Destol sent que ça va mal finir. Ikki s'avance donc et Kaiser prend un air sérieux cette fois-ci. Il se rapproche, là c'est vraiment tendu. Kaiser se prépare à attaquer, tandis que Destol crie non, et on voit un coup porté finalement par un seul doigt dans un éclair, et on ne sait pas trop, hein, ce qui se passe pendant un instant, mais au final Ikki s'effondre dans les bras de Kaiser qui le félicite d'être parvenu coûte que coûte jusqu'à lui, et on comprend que Kaiser est bon et que ce dernier coup était sûrement pour le faire dormir ou le soigner des attaques précédentes, à l'image de ce qu'avait déjà fait K1 sur Ikki justement, qui lui d'ailleurs donc est passé 2 fois près de la mort en peu de temps, hein, tombant sur des chevaliers parmi les plus forts de cette époque. En tout cas, belle image que ces deux chevaliers qui se respectent. Petite interlude, hein, expliquant sur Ulysse, qui nous indique qu'il avait la réputation d'être le plus fort des 88 chevaliers d'Athéna. C'est une blague? Donc carrément, hein, c'est abusé. Donc je vous laisse le temps de digérer cette info, hein. Bon, en tout cas, semble-t-il, ce n'était pas vraiment un combattant, mais au contraire, il utilisait ses pouvoirs pour soigner et sauver de la mort ses camarades. Donc un chevalier médecin, quoi, on l'avait compris. Là, on repart chez Shion, qu'on avait laissé face au serpent messager qui lui rappelle que tout le monde au sanctuaire doit la vie d'une manière ou d'une autre à Ulysse. Et Shion percute que oui, hein, ils lui doivent en effet beaucoup, mais que c'est pas une raison pour trahir Athéna, qui reste leur divinité. Shion poursuit, disant que Ulysse ne peut rien contre Athéna et qu'il ne faut pas espérer des 12 gold, hein, qui l'aident dans son plan. Ce à quoi le serpent répond, dans ce cas, on vous tuera. Mais surtout, il dit qu'Athéna n'en a plus pour longtemps et qu'elle est condamnée. Alors là, c'est une information nouvelle, hein, et on se demande bien en quoi ça serait le cas. À part avoir rajeuni, elle n'a pas de problème, en tout cas, dont on pourrait déjà être informé, nous lecteurs, à ce stade de l'histoire. En tout cas, Shion est choqué par cette news, et on le comprend, hein. On remonte donc tout en haut du sanctuaire,
Shijima et Athéna, justement, sortent enfin du palais du Pop, le labyrinthe donc des dieux, hein, s'étant finalement arrêté, et ils ont laissé Cardinal HS à l'intérieur. Là, ils vont donc pouvoir traverser justement la maison du poisson, donc juste en dessous du palais du Pop, tranquillement, hein, puisque Cardinal n'est pas là. Mais Saori quand même freine l'enthousiasme de Shijima, disant non mec, je crois pas que ça va être si simple, Matt qui nous attend en bas, et on voit que le chemin pour rejoindre la 12e maison, hein, donc est pavé des fleurs empoisonnées de Cardinal. Shijima ne comprend pas, hein, il était sûr qu'elle n'était pas là plus tôt en montant, et Athéna répond qu'il s'agit d'une défense automatique en quelque sorte du temple des poissons, qui a senti en Saori une intruse au sanctuaire, puisque du coup il ne la reconnaît pas en tant que déesse Athéna, puisqu'elle vient du futur, donc de ce point de vue là ça se tient. Shijima se demande comment ils vont traverser, et d'un coup Saori commence à avancer et marche pieds nus cash. Ce qui fait paniquer Shijima, hein, qui craint le poison de Cardinal, mais n'en croit finalement pas ses yeux, voyant que le cosmos de la déesse s'est activé, et celui-ci entourant Athéna purifie d'un coup toutes les fleurs qui deviennent blanches sur son passage. Ce passage est bien stylé d'ailleurs. Athéna séparant les fleurs tel Moïse coupant la mer en deux, le parallèle est évident. Et là, donc, elle dit au calme, vas-y, viens poto, suis-moi, je crois que c'est bon, lol. En tout cas, ne croyez pas que ça va se passer si facilement, hein. Ces deux-là vont galérer jusqu'au bout, puisque là, évidemment, un serpent sort des fleurs, les surprenant au passage et venant mordre d'un coup Saori à la cheville qui s'effondre. Shijima accourt, trop tard, mais elle est empoisonnée, hein. Donc là, on comprend que c'est ça dont parlait le serpent messager tout à l'heure à Chion, quand il disait qu'elle était condamnée. Mais c'est un peu étrange quand même. Ça veut dire que soit le serpent a vu le futur, ou soit il était vraiment archi confiant dans son plan qu'il avait mis en place pour mordre Saori, quoi. En tout cas, Shijima se demande ce que les serpents foutent là, et il comprend que la situation, une fois de plus, part en sucette. Le serpent ayant attaqué Saori parle aussi d'ailleurs, comme les autres, hein, et dit qu'il lui a injecté le venin de Samael et qu'elle ne survivra donc pas longtemps. Parenthèse au passage, hein, Samael, dont le nom signifie littéralement Dieu poison, c'est un adversaire, hein, dans les textes religieux, c'est un adversaire de Moïse. Donc là, la boucle est bouclée, hein, avec ce que je disais un peu plus tôt, sans même le savoir. Ok. En tout cas, le serpent dit à Shijima que personne n'a le pouvoir de contrer les effets du poison inoculé, hormis Ulysse, bien évidemment. Mais comme en même temps le bonhomme veut revenir pour avoir la tête d'Athéna, on se dit c'est foutu, quoi. En tout cas, Shijima bug en entendant à nouveau le nom d'Ulysse et se rend compte, hein, que ce qui avait été annoncé avec les pétales envoyés par Suikyo, tout ça commence à se réaliser. Le serpent lui confirme tout ça et se barre, hein, laissant Shijima en mauvaise posture dans la foulée, qui fait face maintenant à une multitude de serpents venus finir le taf et qui se jettent sur eux. Shijima les coupe en deux avec des mouvements rapides, hein, mais il en vient sans cesse. Et là, il réfléchit, hein, en se disant qu'il doit trouver une solution et vite pour sauver Saori. Et la solution, c'est finalement de trouver la maison d'Ulysse, et en quelque sorte de le forcer d'une manière ou d'une autre à la sauver. Mais bon, plus facile à dire qu'à faire. Puis là, comble de la malchance, se pointe derrière eux Cardinal qui vient de se réveiller. Donc là, manquait plus que lui, hein, donc là c'est la loose totale. Ça fait beaucoup là. Cardinal lui dit tu me déçois. Puis il enchaîne en disant donne-moi Athéna, c'est moi qui vais l'emmener chez Ulysse. Donc là on se dit quoi, pourquoi il veut l'emmener chez Ulysse. Donc là il dit qu'il a finalement ouvert les yeux, hein, donc reconnaissant en la fillette bel et bien la déesse Athéna. Mais il comprend qu'avec ce qui s'est passé plus tôt, hein, c'est normal que Shijima doute de sa rédemption et de ce retournement de veste de dernière minute. D'ailleurs, nous aussi, lecteurs, hein, enfin moi en tout cas je trouve que c'est un peu facile, hein, même si évidemment il y a que les idiots qui changent pas d'avis. Mais bon, le gars avait tout de même l'air de préférer passer du côté de Hadès, et ça avait l'air d'être une conviction profonde, et il agissait jusqu'à présent comme tel. Donc bon.
Quelle indignité. En tout cas, why not, hein, Athena Power, hein, pourquoi pas. Pouvoir de l'amour et de l'amitié. En tout cas, apparemment, il a pris le chemin de la rédemption, hein, et d'un coup, il fait disparaître les roses, hein, qui bloquaient le passage, et il dit à Shijima qu'il peut maintenant se rendre au temple du Verseau, qui est donc le 11e, hein, derrière celui du Poisson, et qu'il faut, coûte que coûte, trouver de l'aide. Là, d'autres serpents se pointent, et dans sa volonté de se racheter, Cardinal leur dit de passer, de se dépêcher, et qu'il va les retenir. Donc cela touche quand même Shijima, hein, qui finalement le croit sincère et dit qu'il est digne de son armure. N'en fais pas trop non plus, hein, il a quand même voulu te tuer pendant 9 tomes, hein, faut pas déconner. Mais vous fumez, monsieur. Bref, sur ce, Shijima décampe et Cardinal fait barrage et se fait mordre de tous les côtés avant de faire exploser son cosmos pour les dégager avec une phrase stylée tout de même, je compte sur toi. Allez, cette fois, on suit Yoga qui débarque face contre terre et se trouve séparé donc de Shiryu. Arrive alors un Gold, hein, dont on ne voit que les pieds pour l'instant, lui disant de ne plus bouger et lui demande ce qu'il vient foutre chez lui. Yoga demande qui il est, mais le type dit hey, c'est moi qui pose les questions. Et d'ailleurs, en fonction de ta réponse, je verrai si je te laisse vivant ou pas. Yoga, qui vient juste d'arriver, est motivé comme jamais, hein, et il dit qu'il doit rejoindre Athéna. Le Gold, inconnu pour l'instant, hein, même si, spoiler alert, hein, on se doute à 100 km de quel signe il s'agit, hein, répond ah bah t'es là pour le bébé, ce qui étonne Yoga qui n'était pas au courant. Donc Yoga se présente, hein, la rengaine habituelle, on connaît, et son opposant reconnaît d'ailleurs l'armure du signe qu'il porte au passage, mais pas le bonhomme qui la porte. Il demande à Yoga de partir, hein, ne croyant pas à toute son histoire. Ce sur quoi Yoga décide de passer en force, mais il se fait aussitôt geler une jambe. Il se demande si son opposant donc, pourrait être le Gold du Verseau. Sans blague, lol. Hein. Donc oui, on découvre Mystria du Verseau, perso bien stylé je trouve. Yoga en tout cas capte qu'il est tombé dans la maison du Verseau, enfin. Quelle coïncidence, hein, dis donc tous ces bronzes, hein, qui font face à leur signe de prédilection, ou ceux avec qui ils ont eu une histoire passée, c'est fou ça. Bref, Mystria avertit Yoga de ne pas bouger, sinon il le gèlera en entier. Yoga donc retente d'expliquer les bails à Mystria, hein, mais il se fait geler d'un seul doigt toutes les parties de son corps, et il finit en statue de glace. Mystria semble être toutefois beaucoup plus inquiet finalement d'une sinistre présence dans le sanctuaire que de Yoga finalement, et il se demande qui ça peut bien être. Et nous aussi, hein, on ne sait pas encore si vraiment il peut s'agir d'Hadès, du Pop, ou peut-être du fameux Ulysse. Donc bon, on verra bien en tout cas, mais il sent que plein de choses anormales sont en train de se dérouler. On revient sur Shijima, donc à nouveau en galère, hein, le mec il est fort mais il en chie. Qui se demande s'il va réussir sa mission, qui est désormais d'aller au temple du Verseau. Là, Saori, empoisonné, lui dit laisse-moi là, je suis un boulet, va-t'en. Mais bon, on connaît Shijima, hein, c'est un gars sûr, il ira jusqu'au bout pour la protéger. On revient chez le lion, où on avait laissé Iki, ayant passé le test finalement face à Kaiser. Mais là, le temple est envahi de serpents lui aussi. Kaiser donc dit à Iki, qui a pu se reposer un petit peu manifestement, de partir maintenant. Mais il l'avertit, hein, qu'il va devoir franchir les autres temples et que les autres Gold, hein, ne seront pas aussi cléments. Bon, on commence à connaître comment ça se passe. Hein. Iki ne demande pas son reste et taille. Destol demande à Kaiser si finalement il croit les bronzes et leur combat pour Athéna. Kaiser répond pas vraiment, en fait ce qui lui importe, hein, c'est surtout qu'il a reconnu en Iki le futur chevalier du lion. Shijima s'est remis en route et aperçoit enfin la maison du Verseau. Donc là on se dit ok, ça va être intéressant, hein, car on va voir deux Gold échanger ensemble sur la situation du sanctuaire, mais surtout Athéna va voir Yoga. En tout cas, Shijima débarque donc chez Mystria, hein, qui se demande bien ce qui lui est arrivé en le voyant débarquer blessé avec une fillette dans les bras. Shijima lui explique, hein, qu'ils n'ont plus beaucoup de temps à cause du venin, et Mystria donc percute que la jeune fille, c'est le fameux bébé qui était tombé un peu plus tôt devant l'hôtel d'Athéna.
Saori ouvre les yeux et découvre Yoga entièrement gelé et elle comprend malheureusement qu'à nouveau hein, les bronzes ont dû débarquer pour lui venir en aide, mais qu'ils ont forcément rencontré des problèmes sur leur chemin. Ce sur quoi Saori tombe dans les vapes et Mystria d'ailleurs pense qu'elle est dans le coma désormais et que c'est trop tard, hein, son sort est scellé. Shijima supplie Mystria de les aider et de les guider jusqu'à la 13e maison hein, de l'Ophiuchus. Mystria est choquée, hein, comme beaucoup de Gold apprenant la nouvelle. Shijima lui redemande à nouveau de l'aide, mais Mystria répond qu'il ne peut pas quitter son poste, évidemment. Hein. Surtout d'ailleurs qu'il n'est pas encore 100% persuadé de la véracité de l'identité de la petite. Mais Shijima le jure sur sa vie, et ça c'est pas rien. En tout cas, il s'effondre à son tour. Voyant la scène sous ses yeux, Mystria en vient à réaliser que peut-être la fille pourrait s'avérer être Athéna. Il s'en approche, mais là, un courant d'air gelé apparaît et lui givre la main. Mystria ne comprend pas, puis il entend des craquements de glace, et c'est finalement Yoga hein, qui s'est libéré de son emprise et qui se frotte comme si de rien n'était. Mystria demande comment c'est possible, mais Yoga répond qu'il en faut plus que ça pour le stopper, et Mystria commence à se dire que le mec en face n'est pas si faible que ça. Yoga, bien qu'étant congelé juste avant, dit qu'il a tout entendu de la conversation entre les deux Gold, et il lui demande de lui remettre Saori, disant que cette Athéna, c'est la leur. Il poursuit également, disant qu'il n'a pas le temps d'expliquer. Soit Mystria la lui remet direct, soit il viendra la prendre de force. Ce à quoi Mystria donc répond « Ok, j'accepte le défi. Si tu me bats, j'accepte de te la donner. » Mais j'ai envie de dire, mec, si t'es battu, t'auras pas vraiment le choix, hein, tu devras la lui donner. Hein. Bref. En tout cas, Yoga enchaîne direct les hostilités avec la poussière de diamant, mais ce pouvoir est arrêté d'une main par Mystria. Yoga est choqué, mais en même temps, pouvait-il en être autrement du Gold Sein du Verseau faut pas déconner non plus, quoi. Mystria comprend que Yoga est aussi donc un bon utilisateur de la glace, mais il va lui montrer ce qu'est vraiment la puissance. Il prend alors la pose de l'exécution de l'aurore, l'arcane suprême des Verseaux, et il l'envoie sur Yoga, mais son attaque est parée des deux mains par Yoga qui s'en sort quasi indemne. Donc là, petite explication entre les deux hein, sur le pourquoi du comment. Une attaque, évidemment, ne marche jamais deux fois sur un chevalier, puisqu'on se rappelle tous hein, du fameux combat entre Yoga et Camus. D'ailleurs, quand on nous montre à nouveau une image avec les cheveux rouges, ça fait bizarre. Donc Yoga dit que ce dernier, Camus, donc, était son maître, et aussi donc, le futur successeur de Mystria. On part ensuite chez Iso du Capricorne, qu'on n'avait pas vu depuis quelque temps chez lui, et faisant face lui également à un groupe de serpents, mais il se demande par ailleurs ce qu'il est advenu de Shijima dont il n'a plus de nouvelles, puisqu'il communiquait dernièrement par télépathie. Reprise du duel chez le Verseau, ou même chose que pour les autres bronzes avant, Yoga en tant que futur Gold du Verseau va devoir prouver qu'il en est un digne successeur. Là, petit échange entre les deux chevaliers hein, sur ce qu'est le zéro absolu. Mystria dit à Yoga que s'il est capable de lui montrer qu'il peut l'atteindre, il sera convaincu. Sur ce, il reprend sa position d'Aurora Execution et Yoga fait de même. Ça nous rappelle de bons souvenirs, ça. En tout cas, Mystria ne s'attendait pas à ce que Yoga possède la même technique que lui, et il le prend pour un imitateur au départ, hein, et puis finalement il balance tous les deux la sauce. Donc là, grosse passe d'armes hein, entre les deux, ça résiste des deux côtés. Belle image au passage, hein, donc en ombre chinoise, avec les deux signes en arrière-plan. En tout cas on sent bien l'intensité du combat. Puis donc un éclair de lumière illumine l'ensemble du temple. L'onde de choc d'ailleurs est ressentie à la ronde, hein, jusqu'à Iso notamment, qui comprend que ça chauffe chez Mystria, sans mauvais jeu de mots. Et là c'est la merde, hein, car il se dit que les embrouilles viennent de tous les côtés. Hein. Bref, on revoit Mystria et Yoga restant tous les deux dans leurs positions respectives, mais le combat, on le voit, est terminé. On se demande s'il y a un gagnant. En tout cas, l'air autour d'eux est froid et le sol complètement givré. Ils ont l'air d'être tous les deux en vie, manifestement, et Mystria demande à Yoga ce que Camus lui a enseigné. Yoga répond que son conseil était de rester de glace, de marbre, en fait, il faut le comprendre comme cela, face à ses adversaires pour gagner, et que les émotions, les sentiments, tout ça ne viennent pas donc interférer dans le combat. Mystria demande alors pourquoi il n'a pas respecté cet enseignement.
pour qu'il ne l'attaque pas de toutes ses forces. Et Yoga répond qu'il n'a pas pu se donner à fond car c'est son aîné et donc son maître quelque part. Et là on sent que dans cet univers, les bronzes, avec tout ce qu'ils ont vécu plus tôt, les 12 maisons du Zodiaque, tout ça, à leur époque, finalement ne peuvent plus vraiment lever la main sur les Golds, dont il s'avère qu'ils ont un profond respect pour eux, et pour la plupart, dont une partie sont leurs maîtres finalement. Donc en tout cas pour y aller à fond maintenant c'est compliqué. En tout cas Mystria dit que justement à cause de ce comportement, c'est pour ça qu'il a perdu, et Yoga s'effondre. Donc c'est lui qui a pris le plus cher finalement dans l'affrontement. Mais toutefois Mystria reconnaît qu'il n'avait pas menti, et là on voit son armure être complètement gelée par le zéro absolu, ce qui le met quand même à genoux, et il se dit que si finalement Yoga avait été sérieux, peut-être qu'il aurait pu lui aussi y passer. Sur ce, en tout cas, il dit que c'est dommage, mais qu'il doit achever son adversaire, car les Verseaux sont des êtres froids et n'ont pas l'état d'âme. Et au moment de lever la main pour cela, des serpents débarquent à nouveau. Ça tombe bien, bon timing. Et là, il voit Shijima ramper jusqu'à Athéna pour la protéger d'une autre morsure possible. Et Mystria donc intervient immédiatement en gelant instantanément tous les serpents. Et là, il se dit quand même que pour que Shijima agisse de la sorte et donne sa vie, il se passe quelque chose. Il y a vraiment un truc avec cette petite. Et Shijima, donc avant de sombrer à nouveau, lui dit qu'il lui confie Saori et qu'il compte sur lui. À cet instant, donc d'autres serpents se pointent du côté du Yoga et Mystria les gèle également aussitôt. Et il s'approche de Yoga. Il le relève et il annule de son pouvoir les dégâts qu'il lui avait donc occasionnés. C'est marrant ça d'ailleurs au passage, on se rend compte, puisque c'est pas la première fois dans cet arc, que les Golds donc, ont tous, je suppose, la capacité d'annuler les effets de leurs attaques spéciales. Ce qui veut dire qu'ils maîtrisent complètement leur pouvoir, aussi bien le côté destructeur que le côté régénérateur. Donc c'est pas des Goldstein pour rien, c'est plutôt bien vu. Yoga se réveille et demande pourquoi. Et Mystria lui demande son aide et lui amène Athéna dans ses bras pour la confier à Yoga, car c'est finalement la volonté de Shijima. Et là, il n'a plus aucun doute à avoir désormais. En tout cas, il dit à Yoga qu'il ne peut pas bouger d'ici en tant que gardien du temple, et d'ailleurs que son armure d'or est encore gelée. Sur ce, il prévient, comme d'hab, le bronze, que le prochain chevalier qui se mettra en travers de son chemin sera donc justement Iso du Capricorne, et que le mec aussi est un têtu dans son genre. Il a été élevé dans l'art du Bushido japonais, et il le prévient qu'il ne le laissera pas gentiment passer et qu'il devra certainement à nouveau faire ses preuves et frôler la mort. Donc Yoga a capté, et Mystria lui lâche je compte sur toi des familles, et le passage de relais en tant que futur héritier de l'armure est validé. Mystria réfléchit à la prochaine apparition d'Ulysse et n'en doute plus finalement, car l'info a été confirmée par Shijima. Mais ce qu'il ne comprend pas quand même, c'est l'aura maléfique qui se dégage des serpents, qui normalement sont des êtres censés être purs dans leur monde. Il se demande donc apparemment derrière qui ils vont devoir se ranger. Ce qui est une étrange question. La réponse évidente est évidemment Athéna. Mais mine de rien, le fameux Ulysse a l'air d'avoir pas mal de gold dans sa poche. Et on se demande bien pourquoi. Là en tout cas les serpents arrivent à nouveau, l'attaque en scred. Mais bon, il en faut plus pour avoir le Verseau qui nous sort une technique qu'on n'avait jamais vue d'ailleurs, le tourbillon de glace, qui les fait tous décoller. On enchaîne avec Tenma qui se réveille au temple de la balance après s'être pris un coup de Doko précédemment, tout comme Shun d'ailleurs, qui le réveille au passage. Là, Doko et Shiryu ne sont plus là. Il se demande si Doko n'a pas pris la route pour rejoindre Athéna pour la tuer, comme il l'avait dit pendant leur duel un peu plus tôt. Et les deux bronzes là commencent à se dire que toute cette histoire pue et qu'il faut se remettre en chemin au plus vite. Mais d'un coup, Shun s'arrête et dit qu'il vient de se rendre compte d'une chose bizarre et il demande depuis combien de temps il est arrivé au sanctuaire. Étrange question, il semble ne plus trop savoir si cela fait des jours ou seulement quelques heures. Et pour cause, apparemment, cette distorsion
du temps, hein, en tout cas semble provenir du soleil dans le ciel qui n'est pas dans un état normal. On passe à Kaiser et Destol qui finalement on voit arrivent à s'entendre malgré tout, disant qu'il y a un problème avec tout le sanctuaire et d'un coup il bug sur le soleil. On passe à Shiryu qui court en direction du temple du Scorpion mais qui n'arrive pas à l'atteindre depuis tout à l'heure et se rend compte qu'il y a un problème également avec le soleil qui là se met à bouger anormalement, ce que voit aussi Shion depuis sa maison du bélier. Le soleil semble être à plusieurs endroits en même temps et bouger de manière aléatoire dans le ciel. Et puis là, truc de ouf, hein, Mystria se rend compte que c'est donc non pas seulement le soleil, mais carrément toutes les fucking galaxies qui sont en train de partir en couille. Donc ça, c'est un truc de ouf abusé hein, quand on y pense. Ah, bah, c'est tout simplement une hallucination collective. Même Hadès, dans le dernier arc, n'avait pas été aussi loin avec son ultime éclipse. Hein. Donc là, c'est la démesure totale. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bref, le seul gold que ça a fait marrer finalement, c'est Abel, hein, en tant que vilain, qui voit là l'occasion de prendre le contrôle du sanctuaire. Le gars n'a toujours pas abandonné son projet de domination. Là, on enchaîne sur Doko, qu'on voit effectivement en route. Il a remis son armure, hein, valait mieux. Et il se dit que ce qu'il avait compris de Suikyo hein, est en train de se réaliser et qu'il doit absolument tuer Athéna. Pourquoi, hein, du coup est-ce que finalement tout ce bordel avec l'univers est causé par le fait que Saori est finalement une deuxième Athéna ici dans cette timeline et que ça commence à créer une espèce de fracture spatio-temporelle, un truc du genre. Ouais, c'est pas faux. Mais si c'est ça, pourquoi finalement Chronos aurait pris le risque de la renvoyer dans le passé? Bon, en même temps, Chronos, c'est un super dieu, il s'en balèque un peu, peut-être que ça l'amusait. En tout cas, maintenant, on comprend que l'enjeu commence à se corser hein, véritablement et prend une allure de fin du monde avec ce délire d'astres qui font n'importe quoi. Doku, en tout cas, se dit que tout va être détruit si ça continue. Iso, pour sa part, s'interroge hein, lorsqu'un serpent messager se pointe devant lui, disant que leur but est de faire jurer fidélité à tous les Golds devant Ulysse. Car apparemment, selon le serpent, tous les Golds auraient une dette envers lui. Ce à quoi répond Iso, non, moi je suis clean, je dois rien à personne. Et d'ailleurs, c'est grâce à mon apprentissage de la voie du Bushido que je suis droit dans mes bottes. Donc là, en gros, le principe, hein, c'est qu'il a accepté de pouvoir mourir s'il le faut pour protéger son unique maître Athéna et qui lui sera toujours fidèle. Donc là, en gros, il envoie chier le serpent et il le tranche et c'est réglé. Donc ça, c'est bien stylé. Allez, on finit avec Yoga qui arrive justement chez Iso avec Saori dans les bras. Iso qui demande d'ailleurs si la fillette est bien la déesse. Car lui, de son côté, il l'avait laissé un peu plus tôt en tant que bébé la dernière fois qu'il l'avait vu. Yoga explique que le temps est comme déréglé et notamment le corps de Saori grandit pas comme tout le monde. Iso répond qu'il pensait que c'était Ulysse qui déréglait le temps, mais qu'il se trompait. Iso lui demande si c'est bien lui le Yoga qui était tombé dans le sample du Verseau et que Mystria et que si Mystria l'a laissé passer, c'est qu'il doit être digne de confiance, mais que pour autant, là c'est chez lui et qu'il devra aussi faire ses preuves. Sur ce, il va devoir tester Yoga à son tour, lui demandant s'il est également prêt à sacrifier sa vie. Yoga répond évidemment, mais aussitôt se prend une attaque soudaine d'Excalibur d'Iso qui le tailla de partout. Là on se dit c'est abusé, hein. Le Iso, il envoie son attaque alors que le mec il a Athéna dans les bras. Donc soit il a parfaitement visé, ce qui est également possible, ou soit il doute à ce stade qu'il s'agisse encore d'Athéna, puisque du coup elle ne ressemble pas au bébé qu'il avait vu plus tôt. En tout cas, il dit à Yoga que ce n'est pas comme ça qu'il va réussir à protéger Athéna, si c'est bien elle. Et là, Yoga est en stress, hein, en voyant la vitesse des attaques de Iso, et il se demande même s'il n'est pas plus fort que Shura. Ah bon, à quel moment Yoga a pu se rendre compte de la puissance de Shura ?
Bah jamais, hein, sauf erreur de ma part, mais bon, vous me direz si j'ai oublié un passage du manga ou de l'anime. Donc là, Izo s'approche disant que son dernier coup donc, sera le dernier et que Yoga doit réagir pour protéger Saori. Mais là, il est stoppé, et ça tombe bien, hein, bon timing aussi, parce qu'il semble être un tremblement de terre. Tout le monde au sanctuaire d'ailleurs le ressent, hein, Kaiser, Abel, Shion, Doko, Shiryu, et c'est ainsi que donc, la fameuse maison de Lophiuchus, le 13e temple, est sur le point d'apparaître, et la fin du volume 10. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette longue review du volume 10, hein, dans laquelle il se passe pas mal de choses, hein, donc un petit peu long. En tout cas, un volume intéressant, hein, puisque là, on voit donc un nouveau Gold dans la personne de Mystria. On commence à voir petit à petit les bronzes, hein, qui convergent au même endroit, hein, puisque là, Yoga est chez le Capricorne, et de l'autre côté, au niveau du Scorpion, donc va pas tarder à débarquer Shiryu, suivi par Tenma et Shun, et encore un peu plus loin derrière, chez le Lion, Ikki. Et puis voilà, enfin, au bout de 10 volumes tout de même, on va enfin voir apparaître le El Famoso 13e guerrier, et ça c'est cool. On attend vraiment avec impatience de savoir comment tout cela va tourner. Donc merci encore une fois à vous. On va se retrouver donc prochainement pour la review du volume 11. Et sur ce, je vous dis à bientôt.